Bonsoir à tous, cela fait 10 ans que l'on a banni en région bruxelloise les pesticides de l'espace public et cela a diamétralement changé la gestion des parcs, des cimetières ou des voiries. Comment? Avec quels résultats? Que reste-t-il à faire? On ouvre le débat ce soir dans Autrement sur cette question. On commence avec vous, Henri Collier, vous êtes chargé de projet à Bruxelles Environnement. Alors on parle d'une ordonnance qui a 10 ans, mais il y a quand même eu une période de transition. Ces pesticides sont totalement bannis depuis le 1er janvier 2019. Exactement. Donc en effet, entre 2013 et 2019, il y avait une période transitoire et les communes ont bien sûr bien joué le jeu et les autres acteurs publics. Et donc voilà, il a fallu bousculer un petit peu les manières de travailler et donc passer d'un entretien chimique des voiries, espaces verts, etc., vers vraiment une gestion dite écologique. Alors on en parlera dans le courant de l'émission, mais ça ne concerne que les espaces publics. Pour les spectateurs, les téléspectateurs qui ont un petit jardin, ils peuvent continuer à utiliser des pesticides. Oui, tout à fait. En fait, à part dans les espaces qui sont reliés aux égouts, par exemple les trottoirs, les terrasses reliées aux égouts, là on ne peut pas parce que c'est une mesure de protection du milieu aquatique. Et alors il y a aussi tous les établissements qui accueillent des publics vulnérables, comme les enfants, les personnes malades, les personnes handicapées. Et donc tout ce qui est écoles, hôpitaux, maisons de repos ne peuvent pas utiliser de produits phytopharmaceutiques non plus. Bonsoir Marie Vigoni, vous êtes responsable de projet au service environnement de la commune d'Uccle, une commune d'Uccle qui était pionnière, puisque vous avez commencé en 2008. Alors vous accompagnez cette transition. Comment ça se passe sur le terrain? Est-ce que c'est compliqué ou est-ce que ça a été compliqué à mettre en œuvre? Nuance importante, ça n'a pas été simple à mettre en œuvre parce que le changement, quel qu'il soit, n'est toujours pas bien accepté. Ça a été surtout difficile au niveau du public au début. Maintenant, ça se passe beaucoup mieux parce que justement, il y a un éveil des consciences qui a été créé avec tout ce qui se passe autour de nous sur la planète. Mais au début, ça n'a pas été facile. Heureusement, on a été fort accompagnés au niveau de notre sphère politique sur Uccle et c'est pour ça que ça nous a permis d'être pionnières dans la mise en place de toutes ces nouvelles gestions, surtout nos espaces verts. Oui, mais quand Henri parlait effectivement, de changements profonds, vraiment pour les équipes sur le terrain, oui. Ça a changé leur vie, ça a changé leur boulot? Tout à fait, parce que ce sont en effet des techniciens. On a beaucoup d'espaces verts qui ne sont pas gérés par des jardiniers. On a nos cimetières, on a nos services des sports qui ne sont pas gérés par des jardiniers. Et ils avaient, entre guillemets, une solution de facilité avant qui était l'usage, tout simplement, l'affreux mot du glyphosate, qui ne peut plus du tout être utilisé depuis très longtemps chez nous. Et donc, on a dû vraiment les accompagner dans ce changement où on a dû modifier des espaces, modifier leur outillage, modifier leur façon de faire et les aider surtout à informer le public quant à cette évolution dans la gestion des espaces verts. Ouais, on parlera aussi du glyphosate puisqu'il y a une demande de la Commission européenne de prolonger l'autorisation de 10 ans pour les terrains agricoles spécifiquement. Henri, c'est bien ça? Oui, pas seulement pour les terrains agricoles d'ailleurs. Donc c'est un renouvellement de la substance active au niveau européen, en effet. Et donc il y a beaucoup de discussions parce que les États membres doivent voter ce vendredi. Ouais, on verra effectivement la contradiction que ça peut paraître entre gestion des espaces publics, privés et agricoles. C'est pas toujours simple de s'y retrouver. Sophie Marx, bonsoir. Vous êtes directrice de Happy Bruxelles. Vous avez accompagné finalement cette transition. Vous continuez encore aujourd'hui, il reste encore des défis dans certaines communes? Mais tout à fait, donc il y a un problème crucial qui est la formation des équipes. Dans les espaces verts, on a en général 50% maximum des équipes qui sont des jardiniers. Et donc il y a vraiment un besoin de pouvoir former au quotidien sur des nouvelles techniques comme la fauche des prairies fleuries, comme la gestion, en tout cas au niveau des cimetières, des entretombes, etc. et de mettre du sens sur ces nouvelles pratiques. Ouais, on verra dans quelques instants un reportage à Molenbeek, mais je vais encore vous présenter Philippe Debloc. Bonsoir, vous êtes chef de service technique à la ville de Bruxelles, donc vous gérez les cimetières. On va peut-être rappeler que la ville de Bruxelles, c'est 4 cimetières, dont le cimetière de Bruxelles à Evere qui fait 38 hectares et le cimetière de Laken qui fait 10 hectares. Donc Dieu sait que vous avez du boulot. On parlait de changement. Vous aussi, vous avez précédé la mise en œuvre de cette ordonnance, puisque c'est depuis 2012, c'est ça? Tout à fait. Alors on parle souvent, on a déjà vu certaines images où on voit
que l'on brûle les mauvaises herbes ou qu'on essaye de les tuer avec de la vapeur. Vous avez essayé ça dans vos cimetières ? Non. Dès le début, la ville de Bruxelles a décidé de ne pas utiliser ces deux méthodes parce qu'elles ne sont pas tellement écologiques. Donc, toutes les deux demandent une source de chaleur, du gaz en général, des bonbonnes de gaz qu'il faut transporter. Donc ce genre de choses n'est absolument pas conseillé. Et chez vous, Marie Vigoni, on a essayé ça, les brûleurs et les... Je vous avoue que pour un petit peu calmer les inquiétudes du personnel, on a fait des tentatives, mais on s'est également rendu compte très rapidement qu'au niveau du cimetière, en tout cas, la ça technique de brûler... Ça fonctionnait pas dans le sens où ça fonctionnait pas comme ils voulaient. Et au niveau de l'usage et de l'entretien sur le long terme et de l'apport en gaz, c'était pas du tout cohérent en fait avec la démarche de gestion différenciée qu'on voulait mettre en place à Uccle. Donc on a fait un essai qui s'est avéré être un essai-erreur, mais c'est pas grave. Bah, quand on est précurseur, ça arrive. Hein. Oui, on va dire ça comme ça. C'est en se plantant qu'on pousse. Voilà. Bien joué, bien vu. On parle de plan de gestion différenciée. Il y en a un aussi au cimetière de Molenbeek, je vous l'ai déjà dit. On va voir dans ce reportage en quoi il consiste. Un parterre fleuri, au beau milieu d'une pelouse. L'une des plantations réalisées dans le cadre du projet de gestion écologique du cimetière de Molenbeek, qui depuis 2015 se met au vert. Ça veut dire favoriser avant tout la végétation, puisque la végétation c'est la base des écosystèmes, et sur cette base peut venir se construire tout un écosystème composé d'insectes pollinisateurs, d'insectes herbivores, et puis de petits mammifères, et ainsi de suite. Fauchage tardif, une fois par an désormais, pour permettre le développement des fleurs sauvages, enherbement des allées, ou encore plantation de vivaces entre les tombes, voilà quelques-unes des mesures prises dans cet espace de 8 hectares. Entre les tombes, c'est nous qui avons planté avec l'équipe d'ouvriers du cimetière. On a fait un chantier formation où du même coup on leur a appris comment faire ce genre de plantation. On leur a appris l'intérêt de toutes ces plantes vivaces dans leur travail quotidien, parce qu'auparavant c'est eux qui devaient désherber ou tondre ces espaces très régulièrement, ce qui demandait beaucoup de temps et pour un résultat pas très intéressant, ni pour eux, et un résultat pas très intéressant pour la biodiversité non plus. Alors ça donne maintenant une rangée de plantes diversifiées. Alors comme ça a été planté en juin, si je ne dis pas de bêtises, les plantes n'ont pas encore fleuri, à part les graminées qui sont bien développées, mais on va avoir prochainement du gaillet, de la sauge et d'autres plantes à fleurs qui pourront être visitées par les insectes pollinisateurs et donc qui pourront contribuer à la biodiversité du site. Petit à petit, le cimetière change donc de visage. Et les proches des défunts sont également invités à planter de préférence des espèces indigènes ou mellifères, pour faire en sorte que ce lieu de recueillement soit aussi un refuge pour la biodiversité. Alors Philippe de Bloch, c'est le même type d'aménagement ou de gestion que vous menez au cimetière de la ville, ou alors il y a des différences ? Alors il y a des choses qui sont tout à fait similaires, comme les chemins qu'on remplace, qu'on ensemence, qu'on engazonne. Nous avons aussi des parcelles fleuries, des parcelles enherbées. Donc toutes les parcelles qui sont en repos sont d'office enherbées ou fleuries. L'entreton, ça c'est autre chose, c'est plus compliqué. Voilà. Par ailleurs, il y a d'autres projets. La ville de Bruxelles a lancé de nombreux projets, notamment en utilisant les dalles alvéolées pour les chemins où les véhicules doivent se rendre. Et alors, on a encore d'autres projets pour l'avenir, mais je ne vais pas les dévoiler ici. Ah, c'est dommage, hein, c'est dommage. On n'aura pas de scoop ce soir. Marie, effectivement, donc là, on le voit, mais un entretien qui est différent. Pour les équipes, est-ce que ce changement de mentalité, est-ce que c'est chronophage ? Ça demande plus de temps, ça demande d'autres outils, on imagine, plus de travail manuel ? C'est un travail différent. C'est un travail qui a demandé qu'on les forme, qu'on les accompagne, qu'on leur explique. Parce que ce sont des hommes de terrain et dans un cimetière, ce ne sont pas des jardiniers, ce sont des hommes qui travaillent dans un cimetière. Donc voilà, tout simplement, ce ne sont pas des jardiniers, donc à la base, ce n'est pas leur formation. Mais ce qui est surtout, c'est que moi, j'ai remarqué, enfin, je me permets un petit peu de changer, mais ce qui se passe, c'est qu'on a remarqué que si on leur explique purement et simplement les choses, ils comprennent tout de suite le pourquoi du comment et ce qu'on a décidé de faire.
Et le changement se passe tout de suite de façon plus simple et fluide. Évidemment, on les a accompagnés dans leur changement de matériel, dans leur formation, qui ont entre autres été données par APIS via le cadre de Bruxelles Environnement. Mais c'est sûr que ça a demandé du travail et un changement de travail de leur part. Mais maintenant, ils se rendent compte des bénéfices de tout ça. Et je pense qu'ils en sont satisfaits. Oui, alors Sophie Marx, on parle d'accompagnement. Vous accompagnez plusieurs communes, dont celle de Molenbeek. Qu'est-ce qu'il faut apporter en plus pour que ce changement, finalement, donne des résultats sur le terrain? Je pense que c'est accompagné dans la pratique. Donc, ce qu'on a fait, par exemple, au cimetière de Molenbeek, comme au cimetière d'Ixelles ces dernières années, c'est des chantiers formation. Donc, on vient avec des propositions de nouveaux modes de gestion, végétaliser les entretombes, végétaliser les allées. Et donc, on fait ces changements de pratique avec les hommes et les femmes de terrain pour montrer concrètement, mais voilà, comment est-ce qu'on le fait. Et puis, on fait le suivi. On dit, mais regardez, ça a pris, ça a pas pris, etc. On met aussi du sens sur ces pratiques, sur ces nouvelles pratiques. On a développé tout un suivi scientifique en sciences participatives des papillons, de la flore, pour justement voir, en fait, une fois qu'on a une gestion plus extensive, plus écologique, quelle est la faune qui peut être accueillie. Et on a des très bons retours sur les populations de papillons. À Molenbeek, on a aussi des hérissons. Enfin, voilà, donc on voit vraiment la faune qui est accueillie grâce à ces changements de pratique. Et donc, ça met du sens et ça valorise aussi le travail des hommes et des femmes de terrain. Oui, alors Henri Collier, si on fait maintenant le bilan, ça fait 10 ans, pour certaines communes plus longtemps. C'est effectif à 100% depuis 2019. Qu'est-ce qu'on constate sur le terrain au niveau de la qualité du sol? Est-ce que vraiment il y a déjà du changement profond? Mais concrètement, oui, on se rend compte vraiment qu'on a assaini notre milieu. On le voit d'ailleurs avec toute la flore spontanée qui fleurit sur les trottoirs, dans les espaces verts, etc. Et aussi, on s'en rend compte au niveau de la qualité de l'eau. Donc, Bruxelles Environnement réalise de nombreuses mesures de la qualité aussi bien des eaux de surface, donc les rivières, les étangs, etc., que des eaux souterraines. Et on se rend compte que la tendance de la contamination des pesticides est à la baisse. Oui, et il faut combien de temps pour qu'on puisse considérer que ce sol est assaini et qu'il n'y a plus de soucis avec ce sol? Alors parfois c'est un peu compliqué parce qu'il y a certains herbicides notamment ou d'autres pesticides qui sont très stables dans le sol et donc on a encore des contaminations qui datent d'il y a plus de 20 ans ou 30 ans pour tout vous dire et donc ces pesticides-là sont encore là mais ils sont quand même sur la pente descendante et ça c'est rassurant. Ouais, et vous sur le terrain vous voyez les résultats Tout à fait. Dans nos espaces on a vu vraiment une augmentation de la biodiversité qui est mesurée aussi par la science participative et le site observation.be. On a vraiment une augmentation dans les observations, dans les populations d'oiseaux, dans les populations de mammifères sur nos espaces, c'est vraiment impressionnant. Ouais. Alors Philippe de Bloch, on le voit dans un cimetière, il y a des allées qui sont publiques et puis il y a les sépultures qui sont privées. Sur ce point-là, est-ce que vous arrivez à agir également? Il faut savoir que logiquement, toutes les familles sont censées entretenir leur sépulture. Et ça, c'est la théorie, parce qu'en pratique, 10% des familles le font réellement. Et donc, nous sommes obligés, notamment pour les événements tels que la Toussaint, de nettoyer nous-mêmes les sépultures, et le pourtour des sépultures, en débroussaillant 2 fois par an. Donc, une fois au mois de juin, juillet, et puis la deuxième fois septembre, octobre. Voilà. Dans les parcs régionaux, et ils sont grands, est-ce que cette législation est comprise? Est-ce que, par exemple, quand on voit une prairie ou une pelouse envahie d'herbes folles, est-ce que vous avez encore beaucoup de réclamations ou plus vraiment aujourd'hui? Au niveau des espaces verts régionaux, donc plus ou moins 500 hectares sur la région, on a très peu de plaintes, pour être honnête. Je sais que dans certaines communes, c'est plus compliqué. Ah, je vois Marie sourire. Ouais. mais par contre, alors je sais qu'il y a des plaintes encore, mais si on interroge la population, on a fait quelques sondages ces dernières années, en fait on se rend compte que la grande majorité de la population est tout à fait OK avec ces changements et même favorable à ce retour de la nature en ville. Il y a peut-être plus de 80% de la population en général qui est favorable à ce changement de paysage. Ouais, et là, je vous voyais sourire. Ça veut dire quoi? Que vous avez encore dans votre boîte mail de temps à autre des réclamations? Enfin, quand on a commencé le processus en 2009 sur Uccle, c'était vraiment quasi un travail temps plein d'expliquer pourquoi on faisait tout ça et pourquoi le paysage changeait. Ça arrive encore de temps en temps. C'est beaucoup moins fréquent. Ça arrive encore. Et comme je vous disais, comme les gens sont de plus en plus éveillés par rapport à tout ça, il suffit qu'on explique et qu'on explique pourquoi on le fait, comment on le fait et quel va être le résultat de tout ça, ça passe. Mais ça demande un peu de
de pédagogie. Ouais, et pour vous, Philippe, il y a des plaintes qui remontent jusqu'à vous ou pas? Il y a des plaintes, effectivement. Tout à fait. Les gens ne comprennent pas, quoi, en fait. En fait, ils comprennent pour certaines essences, beaucoup moins pour d'autres. Donc, il y a des choses qui passent très très bien. En général, ce qui fleurit passe très très bien. Ce qui est plus envahissant pose problème, effectivement. On parlait dans le reportage de la demande que vous faites finalement aux visiteurs de planter aussi des plantes vivaces. Est-ce que ça fonctionne, ça, Sophie, ou pas? Là, il y a encore un peu de travail. Je pense que aller vers des interdictions de plantes en plastique et d'aller vers aussi des tombes qui sont jardinées. Donc, de réfléchir à ces obligations de mettre des pierres tombales qui posent une série de problèmes de, entre guillemets, mauvaises herbes. Ça, c'est une évolution qui doit être encore portée au niveau de la région de Bruxelles-Capitale. Un gros enjeu aussi au niveau du fleurissement, c'est d'avoir une production et accès à une gamme de plantes qui sont aussi cultivées sans pesticides, puisqu'il y a des études récentes qui ont été faites à la demande de Bruxelles Environnement, justement, qui montrent que même issus de jardinerie écologique, on a des résidus de pesticides importants dans les plantes qu'on peut trouver dans les jardineries. Donc, pour continuer à cette dynamique de cadre de vie sain, c'est vraiment quelque chose de très important de pouvoir encourager, d'une part, les plantes vivaces, les plantes qui ont un intérêt pour la nature, mais aussi de voir le développement d'une gamme de plantes réellement écologiques, cultivées sans pesticides, pour pouvoir avoir ce cadre de vie sain, quoi. Oui, alors on le voit, ce programme, ce plan de gestion, ça s'accompagne de la multiplication des plantes vivaces plutôt que de plantes annuelles. C'est devenu la règle chez vous à Uccle? À Uccle, dans nos espaces verts, je veux dire que dans 90% de nos espaces verts, on est vraiment parti sur cette pente-là. Il y a certains espaces où c'est un petit peu plus délicat, des espaces qui ont vraiment, je veux dire, une notion historique ou vraiment sentimentale qui est un peu plus difficile à gérer. Donc là, on continue encore à avoir des Donc, plantes. par exemple, des monuments aux morts ou des choses comme ça, ou des devantures de maisons communales. Devant la maison communale, la statue du roi Baudouin, devant l'observatoire, ce genre de choses-là, c'est un petit peu plus délicat. Et donc là, on continue à mettre des plantes qu'on change régulièrement. Mais voilà, ça se restreint de plus en plus parce que les mentalités évoluent, heureusement. Alors, il y a un autre problème causé par cette interdiction des pesticides, c'est la multiplication des plantes invasives. On va voir quelques images ici d'une plante qui cause pas mal de problèmes dans des espaces verts. Et dans les cimetières aussi, c'est la renouée du Japon. Comment vous faites, Philippe, pour gérer ça? C'était plus facile quand il y avait des pesticides, hein? C'était tout simple quand il y avait des pesticides. Non. Sérieusement, le Phallopia, donc la renouée du Japon, est un gros souci, mais pour l'ensemble de nos parcs, nos cimetières, de nos voiries même, car cette plante adventice pousse de manière déraisonnée, envahit l'espace. Donc là, une des seules méthodes actuelles, c'est de sectionner systématiquement le feuillage afin d'éviter le développement de ces plantes et de brûler les déchets en fait verts. Oui, parce que ça, il faut le préciser, il y a encore des dérogations qui peuvent être accordées à certains moments pour l'utilisation de pesticides, pour Infrabel notamment, les voies de chemin de fer, pour la STIB également. Infrabel ne s'en prive pas. Pour la STIB, est-ce que c'est quelque chose qui est fait également? Oui, c'est ça. Alors c'est vraiment en dernier recours, là notamment sur les espèces exotiques envahissantes, parce que là on parle de rails, de ballast, donc de zones qui sont très difficiles d'accès, avec beaucoup de passages de train, et c'est aussi pour assurer la sécurité des passagers, parce que trop de végétation pourrait mener à des déraillages, etc. Par contre, oui, donc les deux, ils essayent vraiment de limiter les quantités utilisées, mais la STIB se limite vraiment uniquement aux tronçons de métro à ciel ouvert. Donc c'est très limité quand même sur tout le territoire. Ouais. Et donc, par rapport à ça, est-ce que vous ne vous dites pas à un certain moment, Philippe Debloc, que ce serait intéressant par rapport à ces plantes invasives de pouvoir utiliser du pesticide à nouveau? Non, absolument pas. Non ? Pas de marche arrière, non. Absolument pas. Oui, parce que vous me disiez, le problème, c'est que dans les cimetières, on retourne souvent la terre, et donc c'est un problème qui est très, très récurrent chez vous. Dans les cimetières, il est très récurrent, effectivement, c'est un des endroits où la terre est systématiquement retournée, déplacée, et donc le développement du Phallopia pose problème, naturellement. Mais non, un jour ou l'autre, une technique sera trouvée, et on utilisera cette technique-là, mais il est hors de question de revenir avec des pesticides
Parce que, bon, c'est vrai qu'on limiterait peut-être le développement du phallopia, mais on limiterait tout ce qui apparaît à côté. Et bon, ce qui est à côté vaut la peine. Oui, c'est essentiellement le problème de ces plantes invasives, c'est dans tous les espaces verts ou c'est plus dans les cimetières, Henri? Mais dans les cimetières, c'est plus difficile à gérer parce qu'en effet, il y a les mouvements de terre, il y a le fait qu'il y a quand même beaucoup de minérales, des espaces compliqués à gérer comme les intertombes, etc. Dans l'espace vert, c'est moins compliqué à gérer, on a quand même quelques soucis. Parfois, il vaut mieux même ne pas y toucher, c'est aussi une option. Parfois, on la maintient, il vaut mieux parfois ne pas y toucher pour ne pas la répandre. Mais globalement, on arrive quand même à se passer de pesticides. Alors, c'est pas toujours simple, mais je pense que justement, les interdictions, c'est aussi un levier pour pouvoir trouver et développer des alternatives. Ouais, alors, on le disait en début d'émission, pour les particuliers, pour vous et moi, c'est toujours autorisé. Vous me le disiez, Sophie, en préparant cette émission, les espaces verts privés, c'est 1/3 des espaces verts de la région bruxelloise. Est-ce que vous êtes demandeuse d'une ordonnance qui interdirait l'usage des pesticides pour les privés? Oui. Donc nous, chez APIS, on revendique vraiment l'arrêt des pesticides aussi dans les espaces privés, dans les jardins des particuliers, parce que ça ne se justifie pas réellement par rapport à la biodiversité qui peut être accueillie, et qu'il y a aussi besoin d'avoir cette cohérence à l'échelle de la région de Bruxelles-Capitale. C'est interdit dans les espaces publics. Et donc chez les citoyens, les enjeux de propreté, entre guillemets, ne justifie pas, selon nous, cet usage-là. Et dans la volonté de faire de ces 30% d'espaces verts privés des relais de biodiversité, évidemment, les pesticides n'ont pas leur place là-dedans. Ouais, est-ce qu'on sensibilise aussi dans votre service les particuliers à ne pas utiliser de pesticides? Et est-ce que ça fonctionne, selon vous? On essaye sincèrement de le faire. Lors de tous nos événements, on explique quels sont les plans de gestion qu'on a mis en place sur tous nos espaces verts. On a essayé de sensibiliser les personnes qui habitent également sur les zones de captage de la forêt de Soignes par rapport à l'usage des pesticides dans leurs espaces privés. Et on les accompagne dans le sens où on a beaucoup d'informations sur nos sites, notre site internet. Et moi, je mets aussi des avis sur les demandes de permis d'urbanisme. Et quand il y a des gros réaménagements d'espaces verts, on essaye de distiller la bonne parole dans nos avis sur les permis d'urbanisme. Vous dites bien, on essaye, donc le résultat n'est pas toujours au bout de la procédure. Il y a beaucoup de gens qui sont ouverts à la discussion. Ouais. Alors, Henri Collier, on parle de cette possibilité pour les privés d'utiliser des pesticides. Il y a des terres agricoles en région bruxelloise. En principe, ils peuvent utiliser des pesticides aussi. Oui, tout à fait. En effet, donc en périphérie bruxelloise, il y a environ 240 hectares de terres agricoles. Donc dans les limites des 19 Dans les communes. limites de notre région, en effet. Et donc, certains, plus ou moins la moitié des agriculteurs sont déjà dans une bonne démarche agroécologique, on va dire, où ils sont labellisés en bio. Donc, ils utilisent très peu de produits, voire pas du tout de produits. L'autre moitié sont conventionnels, ils utilisent des produits. La majorité sont des agriculteurs flamands qui ont des terres dans notre région. Ouais. Et donc par rapport à ça, vous, est-ce que, je ne sais pas si vous êtes dans le secret des dieux, mais est-ce que vous pensez qu'une ordonnance serait bienvenue pour interdire ces pesticides dans le domaine privé? Alors oui, il y a tout un tas de mesures pour accompagner la transition. Oui, on peut faire en effet légiférer. Alors clairement, il y a des textes qui sont en cours de réflexion, mais voilà, ça a encore besoin d'être maturé. Il y a aussi des mesures d'accompagnement. Il y a des mesures de soutien financier, de subsides qui sont aussi données dans le cadre de la stratégie Good Food 2. Donc voilà, c'est un paquet de mesures qui vont vraiment accompagner cette transition. Oui, alors vous qui êtes sur le terrain et qui voyez effectivement les efforts que vous devez déployer pour lutter contre ces plantes invasives aussi, mais aussi contre certaines autres choses, comment vous jugez cette contradiction finalement entre possibilité d'utiliser en privé et interdiction en public? Mais il faut rester cohérent. Si on l'interdit dans le public, je vois difficilement aller expliquer aux particuliers, là vous pouvez l'utiliser. Il n'y a pas de justification. Par contre, ce que je dirais, c'est qu'il faut accompagner, aussi bien au niveau du public que du privé, comment se débarrasser de ces pesticides et en réaménageant, en plantant la bonne plante au bon endroit. Ça, c'est vraiment capital. Alors justement, il nous reste un peu moins d'1 minute et on va parler d'une opération qui commence
ce week-end qui s'appelle Renature Time, c'est ça? C'est mené par Bruxelles Environnement. Et l'idée, c'est quoi? C'est aussi finalement de sensibiliser à ça au travers de toute une série d'animations. Tout à fait. Donc Renature Time, c'est le mois de la ville nature. Ça commence ce dimanche 15 octobre. Et alors on organise en effet plein d'activités, plus d'une centaine sur toute la région, qui sont gratuites. Et donc où vous allez pouvoir apprendre à comment jardiner de façon écologique. Il va y avoir des balades nature aussi. Dans les cimetières peut-être? Dans les cimetières, je pense que c'est au programme. Je ne sais pas. Je sais Ce sera le suspense, mais il y aura des choses à Uccle sans doute sur le territoire de la ville, n'est-ce pas? Ouais. Et donc, toute une série de choses et donc des activités souvent gratuites pour le grand public. Oui, quasi toutes sont gratuites, je pense. Et le dimanche, il y a l'événement d'ouverture, la foire du jardin et de la nature, qui a lieu ici, pas loin des studios, donc parc de la ligne 28, donc près de Tour et Taxi. Voilà, très bien. Donc, le rendez-vous est pris et j'imagine qu'il y a un site où on trouve les infos sur le site de Bruxelles Environnement. Oui. Si vous tapez renature.brussels, vous avez tout le programme. Ah ben voilà, vous savez tout. Merci en tout cas d'être passé sur notre plateau. La semaine prochaine, c'est Cyprien Houdemont qui vous présentera autrement. À bientôt, portez-vous bien.